Shalom, nous allons étudier le DAF Nun dans Masechet Baba Batra. Nous reprendrons cette ligne à la fin du DAF Memtet Amud Bet Hareaya. Et avant cela, évidemment, Purim Shushan Sameach. Une bonne fête de Purim à nos amis de Jérusalem et ceux qui sont dans les villes emmuraillées. Hareaya Yesh. Alors ici, c'est une déduction de la Mishnah. On l'a étudié dans le DAF d'hier, mais on la reprend pour bien comprendre cette Sugia. Dans la Mishnah, on nous avait dit qu'entre un homme et une femme, il n'y a pas de chazaka, c'est-à-dire qu'un homme qui consomme l'usufruit des biens de sa femme pendant 3 ans ne peut pas, grâce à cette preuve qu'il a consommé pendant 3 ans, prouver qu'il en est le propriétaire sans apporter de documents. Ce qui sous-entend qu'il ne peut pas prouver avec la chazaka qu'il en est propriétaire, mais que s'il a apporté de vrais documents, ça marcherait. Hareaya yesh, donc s'il a une preuve, ça marche. Agma seton tema. Pourtant, on devrait normalement craindre que la femme, même si elle accepte de lui vendre, même s'il a aujourd'hui un document qui atteste que la femme lui a vendu et a accepté de lui vendre, on devrait normalement ne pas accepter cette vente parce qu'on devrait partir du principe qu'une femme peut finalement vendre à son mari sans avoir réellement de volonté de le vendre, mais simplement elle n'ose pas le contrarier. Tema, nachat roa rasiti le bali, on devrait craindre que nachat roa rasiti le bali, que la femme puisse nous dire après, non mais en fait, je n'ai fait ça que pour faire plaisir à mon mari, pour ne pas le contrarier. Milotna, d'où connaît-on cette logique? D'une Mishnah. Lakach minaish vechazav lakach minaisha. Un homme qui achète les biens d'une femme mariée, il les achète auprès du mari, ce qui ne fonctionne pas. Mais après, il va voir la femme et il les rachète auprès de la femme. Ce qui veut dire que la femme finit par vendre ses biens, mais après que le mari ait déjà consenti à cette vente et ait déjà fait la vente plus ou moins avant elle. Microbatel, la vente est annulée. Alma Amra, c'est forcément parce qu'on pense qu'elle dit Nachatroa rasiti le bali. Mais non, je n'ai fait ça que pour faire plaisir à mon mari. On voit ici que une vente qui est forcée a plus de valeur, en tout cas selon Ravuna, qu'ici, une vente qui est faite avec un accord qui est un peu moyen. Achadami, on devrait dire la même chose chez nous. Pourquoi dans notre Mishnah, on a l'air de dire que finalement, si le mari a une preuve qu'il l'a acheté à sa femme, ça fonctionne, alors qu'on pourrait très bien imaginer que là, ici, la femme peut également nous dire après, mais non, vous imaginez bien que étant marié avec cet homme-là, je ne pouvais pas vivre en paix avec lui, après lui avoir refusé de lui vendre mon terrain. Refuser de vendre mon terrain à mon mari, c'était une manière de lui dire je ne te fais pas confiance, ou je pense à ce que demain on pourrait éventuellement être divorcé, ou ainsi de suite. Et du coup, c'est la raison pour laquelle, normalement, une réaya ne devrait pas marcher. Donc c'est la couchia, la question que la Gemara pose par rapport à la Mishnah, grâce justement à cette autre Mishnah, cet enseignement. La Gemara nous dit Aitmar ala Amar Rabba Baravuna. La Gemara dit non, on a déjà expliqué là-dessus. Au nom de Rabba Baravuna, lo nitzrecha, et là, otan shalosh sadot. Les cas qui ne fonctionnent pas, là où la femme peut dire effectivement, en fait, j'ai accepté de vendre mais je voulais pas, c'est que dans 3 champs particuliers, qui sont justement des champs qui sont liés à Saktuba, donc au contrat et à la somme qui attend une femme si un jour elle divorce ou si elle devient veuve, et il y a une somme que le mari s'engage à donner. Quels sont ces 3 champs? Achat shekatavla biktuvata. Un premier champ qui est marqué dans l'Aktuba. Dans l'Aktuba, le mari dit voilà, je te préviens, je te rembourse, je te donnerai telle somme si je te divorce ou si je décède. Et il décrit un champ en particulier qui est asservi plus que tous ses autres biens à cette dette de Ktuba. Et il y a un deuxième terrain aussi, deuxième type de terrain qui n'a pas été écrit dans l'Aktuba mais qui a été désigné devant 2 témoins. Il a dit voilà, tu sais, on ne l'a pas écrit dans l'Aktuba mais sache que ce terrain-là également est asservi à cette Ktuba. Shum Michela, et un autre terrain que elle a amené dans le mariage, et à ce moment-là, elle s'attendait à être remboursée avec un de ces 3 terrains. On nous dit ici que là où la femme peut dire après, non en fait, quand j'ai accepté de vendre le terrain à cette personne après que mon mari ait déjà vendu au préalable, c'était, ça, je ne voulais pas. Quand est-ce qu'elle peut dire ça? Lorsqu'on a affaire à ces 3 terrains qui sont 3 terrains qui, à ses yeux, sont sa sécurité au cas où son mari un jour décide de divorcer ou décède. Par contre, du coup, sous-entendu, la Gemara dit les maoutema, il s'exclut quoi? Il est mal, les maoutesh arne chassim, c'est sur quoi les autres biens, c'est-à-dire qu'on sera en train de dire que lorsque la femme accepte après coup de vendre un de ces 3 terrains qui, selon elle, sont sa sécurité pour sa ktuba, elle peut dire après non, non, en fait, j'ai pas voulu, vous imaginez bien que je ne l'ai fait que pour faire plaisir à mon mari, mais j'en avais besoin moi pour m'assurer ma ktuba. Sous-entendu, par contre, d'autres terrains. Si le mari vend d'autres biens et que la femme
est d'accord. Pourtant, on sait que les biens d'un homme, à la fois ceux qui sont marqués dans la Ketouba et même les autres, sont asservis à la Ketouba. Pourquoi? Parce que lorsqu'un homme s'engage à la Ketouba, c'est directement un engagement financier qui engage tous ses biens immobiliers. Tous ces biens immobiliers sont engagés à cette Ketouba dont l'obligation naît le jour du mariage. La Gemara dit, mais finalement, les autres biens, c'est encore pire. Pourquoi? Parce qu'elle ose encore moins refuser que le mari vende les autres biens. Kocheken a fortiori, Daviala Eva, qu'elle peut craindre que le mari ait une rancœur envers elle. Dermaï va le dire, Ainaich natat begiroshin bemita, tes yeux n'attendent que mon guet, mon divorce ou ma mort. Pourquoi? Parce qu'effectivement, qu'une femme refuse que l'on vende les 2 ou 3 biens qu'on a cités, qui sont officiellement les biens qui lui sécurisent la Ketouba, bon, ça va, quand on écrit une Ketouba le jour du mariage, on n'est pas forcément en train d'imaginer un divorce, mais on est en train de donner une sécurité éventuelle. Mais si la femme, on arrive à refuser la vente d'un bien qui, lui, n'est pas asservi, on va dire, de manière claire sur la Ketouba, mais qu'on sait être asservi à la Ketouba, là, le mari pourrait vraiment lui dire, mais attends, mais je comprends pas. Si tu refuses la vente d'un bien qui est si éloigné de sa Ketouba, c'est qu'en fait, tu n'as en tête qu'une seule chose, c'est le jour où tu seras célibataire, et du coup, la femme n'ose pas refuser, donc il y a encore plus de raisons que dans les autres biens, la femme puisse dire finalement la vente que j'ai acceptée, je l'ai acceptée que pour faire plaisir à mon mari ou pour ne pas le contrarier. Et du coup, la Gemara dit, et là, les marotés nirse milog. La Gemara donc exclut nirse milog. Donc quand est-ce que la femme finalement peut dire j'ai accepté la vente, mais enfin je ne voulais pas? C'est dans les fameux 3 terrains. Dans les autres terrains du mari, les seuls sur lesquels la vente est bonne, c'est nirse milog. Donc nirse milog, c'est les biens qu'elle amène dans le mariage et que le mari va utiliser, il pourra profiter de l'usufruit pendant le mariage et qu'il lui rendra après. Et la Gemara nous dit même ça ne fonctionne pas. Amara Meimar, Ishve Isha, Shemachou Benir Semilog, Lo Asou Velo Klum. Meimar nous dit, un homme et une femme, c'est marqué au pluriel, Shemachou, qui ont vendu les Nir Semilog, Lo Asou Velo Klum, ça ne fonctionne pas. Alors, avant donc de continuer, on va au moins essayer de rappeler où est-ce qu'on en est dans le raisonnement. Dans le raisonnement, on a une Mishnah chez nous qui nous dit qu'on ne peut pas faire chazaka, un mari ne peut pas faire chazaka avec les biens de sa femme, c'est-à-dire il ne peut pas prouver sa propriété en montrant qu'il a consommé depuis 3 ans, ce qui sous-entend qu'il peut tout de même le prouver s'il a un vrai document. Donc ça veut dire qu'un homme peut acheter les biens de sa femme. Comment est-ce possible qu'un homme achète les biens de sa femme alors qu'on a vu une Mishnah qui disait que très souvent quand la femme accepte la vente de son mari, c'est parce qu'elle ne veut pas le contrarier? L'Agma finit pour l'instant par répondre. Et ce sera a priori la réponse finale, c'est que quand est-ce qu'une femme n'accepte pas, c'est lorsque ce sont les biens qui sont asservis à la Ketouba ou les autres biens du mari, mais les nirsemilog, les biens qu'elle amène dans le mariage et dont le mari profite de l'usufruit, cette vente-là est bonne. Le seul problème, c'est qu'on vient de voir à l'instant qu'Amemar nous dit qu'un homme et une femme qui ont vendu ces biens, ça ne fonctionne pas. Alors Agma donne 2 réponses. Quitte Marde Amemar, ce qui est dit Amemar, c'est pas le cas où les deux ont vendu. C'est soit le cas où lui a vendu, soit le cas où elle a vendu. Et c'est ça, un homme et une femme qui ont vendu, c'est 2 cas séparément. Elle a vendu ou lui a vendu. Dans le cas où lui a vendu et est mort plus tard. Atia ihi ou mafka, elle peut venir et annuler cette vente qui a été faite sur ses biens, elle, ses milog. Inami ou sinon, zavna ihi ou meta, elle a vendu, puis est décédée. Ata'ihu mafik betakata de rabanan, lui il a une takana de rabanan qui lui permet de récupérer ses biens. Ou gde Rabbi Yosef berabi Chanina, comme Rabbi Yosef berabi Chanina. Damar Rabbi Yosef berabi Chanina, be'usha et kinu haisha, shemacha ben yirse milog, on a fait une takana dans la ville de Usha. Lorsqu'une femme vend les nirse milog, ou meta qu'elle décède, à Baal Motsim Yadala Kuchot. Le mari peut récupérer ces biens qui ont été vendus, même si dans l'absolu la femme était dans son droit. Au niveau de la Torah, les Chachamim ont fait cette takana. Aval echad des avinu tabayu le alma, mais dans le cas où les deux ont vendu à quelqu'un d'extérieur, inami zavna ihi ledide, zvina zvine, mais par contre, dans le cas où les deux ont vendu à l'extérieur, ou que elle a vendu à son mari, cela fonctionne, et donc ça confirme finalement ce qu'on a vu dans la Mishnah, c'est-à-dire que quand c'est nirse milog, une femme peut vendre à son mari, ou même les deux peuvent vendre à l'extérieur. Veibaitema, ou si tu veux dire que Amemar est en réelle contradiction avec ce qu'on a vu, tu peux dans tous les cas te dire que Amemar fait peut-être partie d'un avis minoritaire qui est l'avis de Rabbi Elazar qu'on verra par la suite. Ibaitema, Amemar de Amar, qui est Rabbi Elazar. Peut-être que Amemar
il est comme Rabbi Lazar. Là, on va avoir une braïta. Et dans cette braïta, on va avoir 4 avis différents, qui finalement en sont 3, mais qui donnent 4 halachot différentes. Et ces 4 avis-là, à un moment donné, contiennent l'avis de Rabbi Lazar, qui est un avis particulier. Et c'est comme ça qu'on va expliquer Amimar. Tanya, c'est une braïta. Ici, on va parler de quelqu'un qui a un esclave. Lorsque la personne a un serviteur, la Torah dit qu'un homme qui frappe son serviteur dans le cadre je sais pas moi, d'une remontrance ou d'une punition pour quelconque raison, et qui le blesse, la Torah nous dit que si le serviteur décède, nakom inakem, il faudra le venger, c'est-à-dire que le propriétaire du serviteur sera mis à mort. Ça, c'est le dîme de la Torah, mais la Torah nous dit que dans le cas où il ne meurt pas immédiatement, im yom o yomaim yaramod, si le serviteur reste debout, on va dire pendant 1 ou 2 jours. Ici, c'est 24 heures. 24 heures. Lo yukam, il ne sera pas amené au jugement, c'est-à-dire qu'il ne sera pas mis à mort, qui casse pour vous, car dans le fond, il est son argent, il est sa propriété. Donc ici, la Torah nous fait une distinction. Même si dans les 24 heures, si le serviteur décède dans les 24 heures, le maître sera mis à mort comme n'importe qui. Dans le cas où il a vécu plus de 24 heures, il n'y aura pas de mise à mort parce que dans le fond, c'est quelque chose qui lui appartient. Et du coup, par rapport à cela, il y a une braïta qui nous dit Amocher et Abdo, celui qui vend son serviteur, ou Pasak Aimo, Shisham Shenu Shloshim Yom, mais il émet une condition, et le vendeur dit voilà, je te le vends tout de suite, il t'appartient, mais avec une condition, c'est qu'il travaille encore chez moi pendant 30 jours. Donc pendant les 30 jours qui suivent la vente, le serviteur appartient réellement à l'acheteur, mais il travaille chez le vendeur d'origine. Rabbi Meir Omer, Arishon Ishno Bedin Yom Yomaim, ou Mipne Sheu Tartav. Maintenant la question c'est si pendant ces 30 jours-là, l'ancien propriétaire, qui aujourd'hui profite pendant les 30 jours encore du travail de son ancien serviteur, s'il le frappe et qu'il meurt, est-ce qu'il a ce tour-là? Imaginons qu'il ne meurt pas dans les 24 heures, il meurt après 24 heures. Si il est le propriétaire, il est dispensé, qui casse pas où. S'il est un étranger qui frappe un serviteur qui ne lui appartient pas et qui le tue, que ce soit dans les 24 heures ou un peu plus que 24 heures, ça ne change rien, il devra mourir puisqu'il a tué une personne. Est-ce que, ici, comme il profite encore de l'usufruit plus ou moins de ce serviteur, il est considéré comme étant le propriétaire, ou comme il l'a vendu, et que techniquement c'est plus son propriétaire, il profite du travail simplement, à ce moment il ne l'a pas. Alors Rabbi Meir dit, Yeshno Bedin Yom Yomaim, il a le ptour qui dit qu'après 24 heures, il ne mourra pas. Vesheni Eino Bedin Yom Yomaim, et le deuxième, par contre celui qui a acheté, ne l'a pas. Mipne chez Eino Betartav, parce qu'il ne l'a pas sous la main, qu'à savoir, il pense Rabbi Meir, Kinyan Perot, Kinyan Agouf Damé. Le fait d'avoir l'usufruit d'un bien, c'est comme le posséder totalement. C'est l'usufruit qui détermine la propriété. Et donc ici, c'est celui qui a encore l'usufruit du serviteur pendant les 30 jours, qui est considéré halachiquement comme le propriétaire, et non pas celui qui l'a acheté. Rabbi Yehuda dit l'inverse. Omer, Rabbi Yehuda nous dit non, c'est le deuxième, l'acheteur, qui a ce din-là, s'il le frappe et qu'il meurt après 24 heures, c'est lui qui est dispensé parce que c'est son argent. Et le premier, qui est donc le propriétaire d'origine, et qui l'utilise encore pendant 30 jours, lui ne l'a pas parce que ce n'est plus son argent, sa propriété. Kassava Rabbi Yehuda pense, Kinyan Perot, Lav, Kinyan Agoudame, que le fait d'avoir l'usufruit d'un bien ne revient pas à en être le propriétaire. Là on tourne la page Nun Amud Bet. Shnehem. Alors maintenant on a du coup un troisième avis qui est Rabbi Yossi. Rabbi Yossi nous dit Shnehem Yeshnan Bedin Yom Yomaim. Lui dit quelque chose de particulier, il dit que les deux ont ce din là, c'est-à-dire que les deux on ne les mettra pas à mort. Si l'un le tue ou si l'autre le tue et qu'il meurt après 24 heures, aucun des deux ne mourra. Dans les deux cas, aucun des deux ne mourra. La Gemara dit Zemipne Sheu Tartav, Zemipne Sheu Kaspo. Un parce qu'il a l'usufruit, l'autre parce qu'il a l'argent. Alors ça paraît impossible parce qu'on ne peut pas avoir deux propriétaires normalement. La Gemara dit mais ça calé parce qu'il ne sait pas comme qui est l'alacha. Ikinyan Perot, Kikinyan Agouvdame. Il a Kikinyan Agouvdame. Il ne sait pas si l'usufruit revient à la propriété ou c'est le fait de l'avoir acheté. Et du coup, ça fait que Nefashot, et Hakel. Et dans le doute, on ne met pas à mort le coupable. Donc, on sait qu'il est coupable, on ne sait pas si on doit le punir, et donc du coup, dans le doute, évidemment, on ne le met pas à mort. Ça, ce sont les trois avis qui finalement sont deux avis, plus un troisième qui ne s'est pas tranché
entre les deux premiers. Rabbi Lazar Omer, Shneem Enan Bedin Yom, il lui dit que non, aucun des deux n'est dispensé. C'est-à-dire que quand le bien a été vendu, ici le serviteur a été vendu, mais qu'il continue de travailler pendant 30 jours chez le premier, si l'un des deux le frappe et le tue, et que ça a dépassé 24 heures, il ne sera pas dispensé, parce qu'aucun des deux n'en est réellement le propriétaire. Pourquoi? Zéléfi chez Eno Tartav, un parce qu'il n'a pas sous la main, Zéléfi chez Eno Kaspo, et l'autre parce qu'il a sous la main, mais qu'il n'en est pas le propriétaire. La Gemara nous dit, Rava nous dit, Maïtarama, de Rabbi Lazar. Pour Rabbi Lazar dit cela, Amarkra à cause du verset qui dit, Lo Yukam, qui Kaspo, hu. Là-bas, on dit que le propriétaire ne sera pas mis à mort après 24 heures, parce que qui Kaspo, car c'est son argent, le fait d'avoir dit encore son argent à lui, Kaspo Hameyuchalo, il faut que ce soit vraiment son argent à lui, donc qu'il soit à lui à 100%, c'est-à-dire qu'il en ait la propriété et qu'il en ait également l'utilisation, l'usufruit. S'il n'a pas les deux, il n'est pas kaspohu par rapport à cette halakha. Donc ça, c'était la grande parenthèse de cette braïta, pour nous dire finalement qu'on avait, par rapport à la vente d'un serviteur dont l'usufruit restait au propriétaire pendant 30 jours, alors que le bien était vendu, on avait une marloquette, Rabbi Meir, Rabbi Uda, Rabbi aussi, et à la fin Rabbi Lazar, qui dit qu'à partir du moment où on n'a pas les deux, à la fois la propriété et à la fois l'usufruit, on n'en est pas le propriétaire, et du coup, c'est pour ça qu'on ne peut pas vendre, et c'est du coup la raison qui peut expliquer Amémar. Pourquoi Amémar? Contrairement à ce que nous on a dit dans la Mishnah, on a dit dans la Mishnah que finalement un homme ne peut pas prouver sa propriété avec une chazaka, mais s'il a un document, il peut. Donc un homme peut acheter à sa femme. Quoi? On avait dit Nirsemilog. Ah, Amémar, il dit que ça marche pas. Pourquoi il dit que ça marche pas? Parce que Nirsemilog, par définition, c'est un peu comme le serviteur, c'est-à-dire qu'une femme arrive, elle apporte des biens qui sont les siens et qui resteront les siens quoi qu'il arrive, mais pendant tout le temps du mariage, l'usufruit appartient au mari. Et du coup, comme un a l'usufruit, l'autre a la propriété, on ne peut rien faire, puisque finalement, il n'y a aucun des deux qui est réellement le propriétaire. Donc du coup, ce qu'on reprend encore une fois, c'est là où dans la Mishnah on a dit qu'il n'y a pas de chazaka, mais qu'un mari peut acheter à sa femme, c'est pour Nirsemilog. Ah, Amémar a dit l'inverse, pour Nirsemilog, soit Amémar a parlé d'un cas particulier, soit il a parlé d'un cas particulier, c'est dans le cas où lui seul vend à un étranger, ou elle vend à un étranger qui est une takanat chachamim, que le mari peut récupérer, mais que si par contre la femme vend à son mari Nirsemilog, ça fonctionne. Donc on a expliqué Amémar en accord avec notre Mishnah. Soit Amémar peut ne pas être d'accord avec notre Mishnah, même s'il n'est qu'un Amora. Pourquoi? Parce que ici Amémar est en lien avec un Tana qui est Rabbi Lazar, qui finalement lui-même étant un Tana, n'a pas forcément à se soumettre à notre Mishnah, même si c'est un avis qui est finalement minoritaire au vu de Rabbi Meir, Rabbi Uda et Rabbi aussi, qui l'un pense que c'est celui qui a la propriété qui est le propriétaire, l'autre qui pense que c'est celui qui a l'usufruit. Rabbi aussi a l'air de douter entre l'un et l'autre, et Rabbi Lazar, encore une fois, est une chita un peu kitsonite. On reprend cette partie de la Mishnah qui disait que Velol ish chazaka benirse ishto, qu'un homme n'a pas de chazaka dans les biens de sa femme. La Gemara dit Ha'amara, pourtant Rav a dit Eshet ish tzricha limchot. Rav a dit qu'une femme mariée doit contester. Donc limchot, on a dit c'est contester quand quelqu'un utilise mon bien. Là, on doit contester pour éviter que la personne ait chazaka. Si au bout de 3 ans je n'ai pas contesté, la personne peut prouver qu'elle est propriétaire grâce à cette utilisation qui a été faite justement avec mon silence qui vaut finalement accord. On a dit qu'une femme mariée, nous dit Rav, doit contester. Alors l'agma dit, quel est le cas? Béman, quel est le cas? Qui consomme le bien de la femme mariée pour qu'on puisse demander à la femme de contester? Béman, il est ma be'acher, si c'est un étranger, c'est-à-dire que ce n'est pas son mari, c'est un étranger. Rav lui-même a dit, on ne peut pas faire chazaka dans les biens d'une femme mariée. Pourquoi? Parce que la femme peut très bien dire, attends, puisque c'est mon mari qui utilise ce terrain, je comptais sur mon mari pour contester l'utilisation, le profit, donc de l'usufruit du terrain qui appartient à mon mari, c'est à lui de faire la mecha. Donc la femme ne peut pas perdre par son silence. Et la lave Baal, donc la Gemara pour l'instant propose que c'est le mari. Le mari qui consommerait sur les biens de sa femme, et la femme qui aurait l'obligation de contester. La Gemara dit c'est étonnant. Amarava, l'olam bevaal. Si, ça peut être le mari. Mais quoi? Mais dans un cas où le mari n'a pas utilisé le terrain comme il se doit, normalement un terrain, on utilise les récoltes, on prend les loyers si c'est une maison. Mais ici, qu'est-ce qu'il a fait? Il a creusé, il a détruit le terrain, il a creusé des puits, des fosses, il a abîmé le terrain. Et là, ici, il sort du cadre
de ses droits, puisque normalement il peut utiliser que l'usufruit et non pas abîmer le terrain. Et donc ce serait là-dessus que la femme devrait contester. Si elle ne conteste pas ce genre de choses, c'est comme si elle était d'accord, et donc il y a chazaka, et le mari peut dire qu'il est propriétaire. Amar Rav Nachman, pourtant Rav Nachman a dit, Amar Rabba Baravoa, au nom de Rabba Baravoa, Ein chazaka linzakin. Il n'y a pas de chazaka pour tout ce qui est dommage. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que voilà, comme j'ai causé ce dommage-là, eh bien, c'est la preuve que je suis propriétaire, ou c'est la preuve que ce dommage-là ne te dérange pas, parce que tu n'as rien dit. Il n'y a pas de chazaka linzakin. Alors Agmara donne deux réponses qu'on avait déjà vues il y a quelques semaines. Ema en din chazaka linzakin. La Gemara dit non, mais quand on dit qu'il n'y a pas de chazaka pour l'inzakin, c'est pas qu'il n'y a pas, c'est qu'au contraire, il y a tellement de chazaka qu'il n'y a pas besoin de 3 ans. Nous, on a l'habitude de dire que pour un terrain immobilier, pour faire chazaka, il faut 3 ans. Ces 3 ans de chazaka n'existent pas quand on crée un dommage. Pourquoi? Parce que le dommage que je crée sur le bien fait que normalement la personne devrait contester immédiatement. Et lorsque la personne voit que je cause un dommage et qu'elle ne dit rien, là, la chazaka est quasi immédiate. Donc, quand on dit qu'il n'y a pas de chazaka quand je crée un dommage, c'est pas que comme il n'y a pas de chazaka, je ne peux pas prouver ma propriété. C'est qu'il n'y a pas le délai de 3 ans de chazaka, donc ça marche encore plus vite. Ou sinon, Iba Itema, quand Rav Nachman a dit qu'il n'y a pas de chazaka pour les nizakim, pour les dommages, la vitmar ala, Rav Mari Amar, comme Rav Mari et Rav Zévid ont dit, Bekutra ou Rav Zévid Amar, Bevet Akissé. Lorsqu'on dit qu'un dommage ne crée pas de chazaka, c'est des cas particuliers, c'est vraiment des dommages sur lesquels on est certain que la personne ne peut pas accepter. C'était quoi? Koutra, c'est de la fumée. C'est lorsque mon voisin, je fais quelque chose qui crée de la fumée, de telle sorte à ce qu'il est impossible que son silence ait valeur d'acceptation, ou bétakissé des toilettes, donc avec des odeurs très dérangeantes, il est impossible que la personne accepte. Donc quoi qu'il arrive, on n'est pas gêné par cette histoire de Nezakin. Donc on reprend encore une fois, et lorsqu'on nous dit ici qu'au nom de Rav, une femme parfois doit contester, c'est dans le cas d'une femme qui est mariée avec un homme, cet homme utilise ses biens, sauf qu'au lieu de les utiliser de manière classique, il crée des dommages sur le terrain, et là, la femme ici doit absolument contester, sinon, on dira que ces dommages-là, parce que ce ne sont pas des dommages extrêmes comme Koutra et Betakissé, et parce qu'au contraire, à la limite, ça peut faire Khadaka plus rapidement que 3 ans, on a l'obligation de demander à la femme de contester pour éviter que les biens reviennent à son mari. Autre explication pour cette histoire de Khadaka, Rav Yosef Amar, les Olam Be'acher, ou peut-être qu'on peut parler ici d'une femme mariée qui doit contester vis-à-vis d'un étranger. Ah, comment c'est possible? On a dit que si elle a son mari qui utilise, c'est à lui de contester. On a dit Kegon, She'achala, Miktsat, Khadaka Bechaye Ba'ala. Imaginons que c'est un homme qui a consommé les biens, alors que les biens appartenaient encore à la femme mariée, et c'était le mari qui utilisait. Donc avec l'accord du mari, il a utilisé les biens. Donc le mari lui a dit, voilà, j'ai l'usufruit des biens de ma femme, profite de la récolte. Il fait, on va dire, allez, 1 an de récolte, moins qu'une chazaka. Et après, shalosh lachar mitata ba'al. Et après, le mari décède au bout d'1 an, et lui fait chazaka pendant 3 ans après. Donc pendant 3 ans où la femme est propriétaire. Donc du coup, il a fait moins que 3 ans avec le mari, mais il a fait vraiment 3 ans de chazaka avec la femme. Et du coup, migodebaya amala, ana zvinta minach. Lui peut lui dire, voilà, comme j'ai fait 3 ans de chazaka avec toi, je peux très bien te dire finalement que je te l'ai acheté il y a 3 ans, juste après la mort de ton mari. Et du coup, qui a mal anami, at, zvintale, les amna, nihali, meiman. Il est cru du coup, s'il nous dit maintenant, qu'en fait, il l'a acheté il y a 4 ans, du mari qui lui-même l'avait acheté à la femme. Pourquoi? Parce que comme lui-même peut très bien nous dire qu'il l'a acheté à 3 ans, c'est ça le chidouche. Et donc dans ces cas-là, la femme justement doit faire mecha'a pour éviter ce genre de situation. Donc c'est encore une explication de Rav Yosef pour expliquer ce fameux cas-là de Rav qui dit qu'une femme doit justement faire mecha. On va rapidement tenter de résumer ce qu'on a vu dans ce daf. On a vu finalement que dans notre Mishnah, même si un homme ne pouvait pas faire chazaka sur les biens de sa femme, il pouvait apporter une preuve, donc une preuve d'achat, qu'il a acheté les biens de sa femme. Ah, comment c'est possible? De quel cas parle-t-on? Des nirsémilogues, des biens que la femme amène dans le mariage, dont le mari profite pendant tout le mariage. Ces biens-là peuvent être vendus, nous dit la Mishnah, par la femme à son mari, et on ne craint pas que cette femme, finalement, ait fait une vente, mais que dans le fond, elle ne l'accepte pas. Par contre, on a dit, les biens qui sont liés à l'Aktuba, ou même les biens du mari, autres qui sont plus ou moins asservis à l'Aktuba, là, dans ces cas-là, par contre, on estime que son accord peut ne pas être total parce qu'elle peut éventuellement craindre la rancœur de son mari si elle refuse justement cette vente. C'est comme si elle cherchait finalement à se protéger
et à espérer que son mari divorce ou décède. On a vu qu'Amemar, soit la halakha d'Amemar ne concernait pas notre Mishnah, soit il se peut qu'Amemar pense comme Rabbi Lazar. On avait vu une marque très intéressante dans le cas d'une vente d'un serviteur dont l'ancien propriétaire gardait l'usufruit pendant 30 jours. Est-ce que le propriétaire réel est celui qui a le titre de propriété ou celui qui profite justement de la chose? Celui qui a l'usufruit ou le titre de propriété. Rabbi Meir dit l'usufruit, Rabbi Yehuda dit le titre de propriété, Rabbi Yossi ne s'est pas tranché, Rabbi Lazar dit ni l'un ni l'autre. Lorsque l'un possède l'un et l'autre possède l'autre chose, finalement aucun des deux n'est réellement propriétaire. Et c'est pour ça que selon Rabbi Lazar en tout cas, un homme et une femme qui ont Nirsemilog, comme l'un possède le titre de propriété et l'autre l'usufruit, aucun des deux ne peut le vendre. Après, on a vu une halakha de Rav qui disait qu'une femme doit contester lorsqu'elle est mariée. Alors de quel cas parle-t-on? On a dit soit c'est lorsque son mari, au lieu de profiter du terrain de manière classique, cause un dommage, et dans ces cas-là, le dommage peut faire office de chazaka de manière quasi immédiate, et donc elle doit contester. Ou sinon on parle d'un cas où cette femme-là, pendant qu'elle était mariée, le bien a été laissé par son mari à quelqu'un, et après la personne a fait chazaka pendant 3 ans. Dans ces cas-là, il aurait fallu qu'elle conteste pour éviter que cette personne-là puisse, après ces 3 ans de chazaka qui sont successifs à la mort de son mari, puisse justifier en disant: croyez-moi quand je vous dis que je l'ai acheté il y a 4 ans au mari qu'il avait acheté à la femme, parce que j'aurais pu très bien vous dire que je l'ai acheté il y a 3 ans à la femme.